Autour de votre séjour à la maternité, vous vous rendrez compte qu'on va beaucoup vous parler de prévention, entre autres de la mort subite du nourrisson, qu'on appelait à l'époque la mort blanche. La mort subite du nourrisson, c'est vraiment toutes les morts inexpliquées d'un bébé, en principe, ont lieu entre 0 et 1 an de vie. Donc on n'arrive pas à attribuer à une autre cause. Donc normalement, c'est pas une mort accidentelle d'un bébé qui est étouffé, mais des fois, on n'arrive pas à y retrouver les causes réelles. Même dans une autopsie, ben, on n'arrive pas à trouver de raison qui justifie la mort subite de cet enfant. C'est hyper difficile à entendre de ça en tant que parent quand on a un bébé, parce que je pense que vous êtes tous d'accord que dès que vous avez votre bébé dans les bras, il y a cette sensation de responsabilité de est-ce que je vais être capable de le faire vivre, cet enfant? Est-ce que je vais être capable de ne pas l'abîmer finalement? Presque, il y a même ça, hein, les premières griffures, on se dit: «Oh non, il s'est griffé!» Enfin, c'est dur parce que cet élan, il est très, très fort, alors qu'une information de prévention qui a lieu chez un enfant plus grand, vers 5, 6 ans, ou voilà, on est déjà dans des difficultés de parents où on se rend compte qu'on va faire du mieux qu'on peut avec cette nouvelle information, mais que ça va peut-être être compliqué d'éviter qu'il regarde jamais la télé, ou que ça va être compliqué d'éviter telle chose parce que ben la vie elle est comme elle est et qu'on n'arrive pas à la maîtriser. Si on a envie de faire cette vidéo, c'est que ben on se rend compte aussi de l'implication de cette recommandation, de cette crainte qui est très fréquente par rapport au choix de parents que vous avez et qu'on a tous à prendre à des moments donnés pour notre enfant. Comment je peux choisir quand je vois que j'arrive pas à appliquer la recommandation clairement parce que ça gêne mon enfant? Comment je peux prendre une bonne décision et quels sont les paramètres? Donc premièrement, j'aimerais juste revoir avec vous les paramètres par rapport à la mort subite du nourrisson et savoir que tous les paramètres sont pas égaux d'un point de vue statistique. Donc premièrement, dans les recommandations, on va vous parler de la position du sommeil de votre enfant, qu'il faut qu'il dorme sur le dos. On parle aussi de l'équipement du lit, qu'il ne faut pas qu'il ait de doudou, qu'il ne faut pas qu'il y ait de tour de lit, qu'il ne faut pas qu'il y ait de mobile sur le bébé, parce que le mobile, bien sûr, là on parle plutôt d'un risque d'étouffement, que le mobile tombe sur le bébé. Et que donc là, en fait, c'est pas vraiment une vraie mort subite du nourrisson dans ce cas-là. Et de la température de la pièce, de l'endroit où le bébé dort, donc voilà, et la fumée passive de l'enfant. Donc voilà un peu tous les paramètres. Maintenant, j'aimerais juste redonner les importances. Dans les éléments que vous pouvez éviter, pour autant que ce soit possible à mettre en application avec votre enfant, et là, c'est là qu'on rentre dans la complexité de la vie, c'est la position du bébé. Ça, c'est un paramètre où on voit statistiquement qu'il a le plus d'importance, c'est le fait que le bébé puisse dormir sur le dos. Ce qu'il faut savoir aussi avec ce paramètre, c'est qu'on s'est rendu compte que les enfants qui étaient, dans certaines statistiques, qui étaient morts de la mort subite du nourrisson en étant sur le ventre, ils s'étaient retrouvés souvent pour la première fois sur le ventre parce que quelqu'un les avait couchés sur le ventre, ou ils s'étaient retournés et ils n'avaient pas pu se retourner et qu'ils avaient été en difficulté. Il y a une suspicion importante du coup que le tonus de l'enfant et sa capacité de se retourner soient un élément important. D'où le fait que ce soit extrêmement important que les enfants soient sur le ventre la journée dans les phases d'éveil ou en sieste lorsque vous les surveillez. Parce que finalement, on voit souvent dans la pratique qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont couchés maintenant uniquement sur le dos, tout le temps sur le dos parce qu'il y a cette crainte qui est latente, et en fait, ils n'ont pas de possibilité de s'entraîner à être sur le ventre alors que c'est hyper important pour leur développement, pour éviter la plagiocéphalie qui est la tête plate des bébés, et pour pouvoir en fait prévenir aussi la mort subite du nourrisson dans une moindre mesure. Un autre paramètre, justement, on met beaucoup d'accent justement sur la position dans le sommeil, mais on voit souvent à domicile des parents qui sont très inquiets pour la position dans le sommeil, mais des tours de lit dans les berceaux qui sont encore très très fréquemment là, des doudous, des systèmes d'installation du bébé pour qu'il soit super confortable parce que justement il aime moins la position dorsale, mais qu'ils n'ont pas forcément homologué, ou une assurance que dès qu'on met quelque chose dans le lit de l'enfant, on n'est plus forcément dans une position dorsale pure. L'importance de ne pas avoir des tours de lit, c'est toujours le risque d'étouffement, mais aussi d'assurer une bonne aération. Donc la température de la pièce, l'aération, c'est des paramètres qui sont importants, mais qui rentrent en deuxième ligne de compte par rapport à la position dans le sommeil. C'est pour ça que c'est pas forcément idéal de faire dormir un enfant dans un lit de voyage. C'est OK quand on part en voyage parce que c'est un petit risque relatif qu'on prend, mais c'est pas forcément un bon lit pour le quotidien à la maison. Ça, c'est dans les choses qu'on peut influencer. Dans les choses que vous ne pouvez que moyennement influencer, il y a le paramètre de l'allaitement. On sait que l'allaitement est un facteur
protecteur contre la mort subite du nourrisson. Souvent, ce qui pose problème aussi dans la pratique, c'est que dans l'information qui est donnée aux parents, on dit aussi que c'est important que l'enfant il soit plutôt dans son lit, idéalement dans la chambre des parents. On en fait moins un drame s'il est dans sa chambre à lui, alors que finalement, on sait que c'est un paramètre assez important que l'enfant il soit dans la chambre des parents. Mais là, on voit que la culture, elle rentre aussi en ligne de compte dans la façon de donner les recommandations. Et finalement, pour certaines mères, c'est beaucoup plus simple d'avoir l'enfant très proche en cododo ou dans le même lit pour pouvoir allaiter. Et ça, c'est à mettre dans la balance risque-bénéfice parce que finalement, si ça peut lui permettre de mieux allaiter, ben, c'est un facteur qui va protéger. Et en même temps, on sait qu'un cododo, ça peut être un facteur un peu à risque pour le bébé parce que finalement, il y a plus de risque d'étouffement avec le lit. Donc, ça doit être pratiqué avec beaucoup de conscience. Et puis ça, on en fera une vidéo à part. Donc, c'est toujours à mettre dans la balance. Donc, c'est pas si simple il faut juste faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Ça dépend de plein de paramètres. L'autre paramètre aussi important où vous pouvez partiellement influencer, c'est qu'on sait qu'un élément qui augmente le risque de mort subite de nourrisson de façon majeure, c'est la fumée pendant la grossesse et la fumée passive après, mais principalement quand une mère a fumé durant la grossesse. Donc ça, c'est un paramètre où on sait que c'est pas facile, tout ce rapport au tabagisme pendant la grossesse, mais que idéalement, c'est de pouvoir réduire au maximum. Et là, on parle vraiment de la fumée, et c'est pas forcément la nicotine qui a cet effet-là. Donc, idéalement, ce serait mieux d'avoir des substituts en nicotine que de continuer à fumer pendant la grossesse tant que c'est possible. Et là aussi, on rentre nouveau dans la vie, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions avec les paramètres parce qu'on n'est pas égaux devant une recommandation. Donc effectivement, dans le cadre où il y aurait une fumée la fumée pendant la grossesse, ça ferait peut-être beaucoup plus de sens de garder l'enfant en proximité aussi, si possible, dans la même chambre, dans son lit, et de faire attention à la position de l'enfant, d'autant plus dans cette situation-là. Et comme je dis justement, la vie, elle n'est pas si simple, et puis chaque enfant est différent, chaque famille est différente, chaque contexte est différent. Eh bien, ce sont des recommandations. Et finalement, les recommandations, c'est pour éviter un risque. Alors maintenant, ce serait bien de revoir quel est le risque de la mort subite du nourrisson si on la remet à l'échelle d'une vie. Parce que là, vous avez effectivement un bébé tout petit, tout frais, où vous avez envie bien sûr de tout épargner, mais finalement, on sait que plus tard, il y aura aussi plein d'autres risques dans la vie. Et en Suisse, dans les statistiques de 2019, on sait qu'il y a eu 7 cas de mort subite du nourrisson pour 86 200 naissances, ce qui fait à peu près 0,08 cas de mort subite du nourrisson pour 1000 enfants. Bon, ça dit pas grand-chose ces chiffres, hein. Ça paraît toujours énorme quand même parce qu'on n'a pas envie que ça nous arrive ou que ça forcément. Pour remettre à l'échelle, si on compare avec les enfants de 5 à 9 ans, pour les risques d'accidents de la circulation, de noyade ou d'autres accidents, donc si on prend tous les risques autour des accidents des enfants de 5 à 9 ans, eh ben, il y a plus de risques que votre enfant entre 5 et 9 ans, il ait en fait un accident mortel de cet ordre-là que de mourir de la mort subite du nourrisson. Pourquoi je vous dis ça? C'est aussi pour permettre de prendre une décision et de relativiser si vous vous trouvez en difficulté par rapport à l'une des recommandations, de pouvoir prendre une décision en couple, de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait là maintenant par rapport à notre situation? Parce que pour nous, c'est pas possible d'avoir notre enfant dans notre chambre parce que j'arrive pas à dormir avec mon enfant dans ma chambre. Ou bien, je n'arrive pas à ne pas avoir mon bébé dans mon lit parce que pour moi, c'est quand même le plus confortable. Ou bien, je n'allaite pas. Ou bien, j'ai fumé ou je fume. Ou bien, mon enfant, il refuse de dormir sur le dos et c'est vraiment inconfortable pour lui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? De pouvoir prendre ça, prendre du recul, prendre l'hélicoptère, regarder la situation avec du recul et puis se dire, bon, comment on peut vivre bien la situation? Quelles décisions on peut prendre pour continuer à vivre sereinement sans avoir l'impression que c'est un gros risque qui se représente à nous et puis de le remettre à sa juste place dans la vie de votre enfant. Et ce qu'on remarque, c'est que finalement, quand on regarde les enfants de 5 à 9 ans, il y a un moment donné, on doit se dire, est-ce qu'il va à l'école tout seul? Et on relativise aussi le risque. On se dit, mon enfant, je vois qu'il est très conscient des dangers, il traverse bien la chaussée, et je pense qu'il est peu à risque. Et puis, mon autre enfant qui a le même âge, non, lui, il est encore très rêveur, il pourrait vraiment avoir beaucoup plus de risques, et puis je vais l'accompagner plus longtemps. Les recommandations, elles sont pour tout le monde, elles sont universelles,
Et c'est ce qui fait qu'elles sont finalement des fois peu pratiques à entendre et à être utilisées. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est que vous arriviez après à être capable de vous approprier cette recommandation pour vous dire qu'est-ce qui fait du sens pour nous et de l'appliquer au mieux.